Simon Piel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service Société du Monde et vous co-signez avec votre collègue Johan Tilwin L'Affairiste, qui est un portrait d'Alexandre Djouri, au départ un petit voyou de banlieue qui va côtoyer les plus grands patrons et toute la classe politique de la droite française, de Chirac à Nicolas Sarkozy. D'où vient cet Alexandre Djouri ? Alors, Alexandre Djouri, c'est un fils d'immigrés algériens qui débarque dans le ventre de sa mère à Sarcelles en 1960. Et il passe toute son enfance à Sarcelles, au milieu de toutes les communautés juives, musulmanes, tout le monde s'entend très bien. Et assez vite, donc il est le quatrième ou le cinquième, je crois, d'une fratrie de 10. Et assez vite, il montre une certaine forme d'audace et de liberté et commence à emprunter des chemins de traverse qui sont assez éloignés de l'école et l'assiduité qu'il faut pour y aller, quoi. Oui, il n'hésite pas à faire le coup de poing et très vite, il se rapproche aussi de certaines figures du banditisme. Oui, alors en fait, au départ, il est avec quelques amis centrafricains qui ont son âge. Ils font des petites bêtises, des petits larcins, 3 fois rien, mais ils sont fascinés par Paris et toutes les lumières qu'ils imaginent là-bas. Donc ils s'y rendent petit à petit. Ils s'introduisent dans ce qu'on appelait à l'époque le Faubourg Montmartre, qui est tenu par la famille Zemmour, qui est plutôt déclinante, donc c'est la fin des années 70. Et ils traînent dans les bars, ils rencontrent des voyous comme un certain petit Claude Piétot, qui est un voyou assez réputé, qui les prend un peu sous son aile. Et toujours, à cette époque-là, ou un peu après, cette volonté de réussir dans la vie et de séduire des grands personnages. Donc il se rapproche et il séduit Anthony Delon. Alors voilà, un soir, il rencontre Anthony Delon, fils du célèbre acteur, en sortant de boîte de nuit. Et Alexandre Djouri, c'est un grand séducteur, il est charismatique, il a beaucoup de bagou, il est à l'aise partout. Le fils Delon, lui, il a rompu avec son père, qui incarne des voyous à l'écran. Et il garde une certaine fascination pour ce milieu un peu interlope. Et il est totalement séduit par Alexandre Djouri, avec qui il finit par s'associer pour lancer une marque de blousons de cuir, ce qui déplaira fortement au père, puisque l'entreprise s'appellera Anthony Delon Diffusion. Il aura le sentiment d'être usurpé. Autre accélérateur de croissance pour Alexandre Djouri, ses réseaux africains, notamment avec des fils de diplomates notamment. Voilà, le Paris interlope nocturne lui permet aussi de rencontrer Farambo, qui est fils d'un diplomate ivoirien très influent. Et encore une fois, il va prendre les patins de ce fils d'eux pour accéder à ses réseaux. Et tout ça dans l'objectif, à chaque fois, de s'en affranchir et de se servir de ce carnet d'adresses pour faire des affaires, pour gagner de l'argent. Et donc il commence, c'est ses premiers voyages en Afrique et il essaie de se rapprocher à chaque fois du pouvoir et pour s'introduire, comme il le fera toute sa vie, au milieu de deals pour prétendre ensuite que sans lui ce deal n'aurait pas lieu et réclamer des commissions et de l'argent. Réseau africain, réseau au Moyen-Orient, on l'a vu notamment être reçu plusieurs fois par Houphouët-Boigny, l'ancien président ivoirien, qui distribue à l'époque avec assez de facilité les quotas de cacao, donc il s'improvise aussi un peu au négoce, ce qui va permettre à Alexandre Djouri de prendre du galon. Et au sommet de son art, il devient un véritable marchand d'influence sur la place parisienne. Il devient un véritable marchand d'influence. Là où il est très fort, c'est que il fait croire à tout le monde qu'il tutoie les présidents, ce qui n'est pas toujours vrai. Ce qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il a quelques cartes maîtresses quand même dans le jeu politique français, dont il peut se revendiquer. Ça commence assez tôt avec Maurice Bourg-de-Montagne, ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, Dominique de Villepin, qui est un personnage très important dans la Chiraquie conquérante. Donc ça, c'est des cartes maîtresses qu'il a vraiment séduites, dont il est vraiment proche et qui lui permettent... Michel Roussin aussi. Michel Roussin, évidemment. Qui a été éphémère ministre de la Coopération. Et puis directeur du SDEC, l'ex-DGSE à l'époque, qui a aussi beaucoup de réseaux. Qui a beaucoup de réseaux. Ils entretiennent... Nous, ce qu'on nous dit, c'est qu'à une époque, Alexandre Djouri était un honorable correspondant de Michel Roussin en Afrique, qui était toujours friand d'informations un peu privilégiées
échanger sur les coulisses des palais africains. Et ils ont noué une relation très forte. Et Michel Roussin l'a ensuite protégé, vraiment. Et Alexandre Joury a une suite à l'année au Crillon, je crois, après au Ritz, et il reçoit tous les grands patrons français, et toute la Chiraki, puis la Sarkozy défile à sa table voilà, entre deux voyages. Hein. Entre deux voyages, c'est ça qui nous a aussi fascinés. C'est un personnage de roman. C'est un personnage totalement romanesque, et nous, on a essayé de comprendre comment ce jeune homme d'extraction modeste a pu se hisser aussi haut jusqu'à donner des ordres à des patrons comme Henri Proglio, qui dirige des entreprises publiques à l'époque Veolia, qui dirige des grandes entreprises publiques, et Serge Dassault aussi, dont il était très proche, qu'il tutoyait, qu'il allait voir régulièrement au rond-point des Champs-Élysées, au siège du groupe, pour partager un petit whisky. Tout ça dans le but, évidemment, à chaque fois de le conseiller et de se rendre indispensable dans les négociations diverses et variées. Est-ce que le summum de son influence intervient à l'époque du secrétariat général de l'Élysée détenu par Claude Guéant? Vous dites, je crois, 59 fois reçu à l'Élysée. Il s'est rendu 59 officiellement. Officiellement, ça c'est ce qui apparaît dans les agendas qui ont été saisis par la justice. Alexandre Joury nous dit que c'est beaucoup plus. Alors encore une fois, il faut se méfier parce qu'il a toujours tendance on va dire, à amplifier son rôle et son importance. Ce qui est certain, c'est qu'il allait voir Claude Guéant très régulièrement, qui était secrétaire général de l'Élysée, donc un homme très puissant. Il arrivait en retard, il le tutoyait, il le sortait, et Claude Guéant, que nous, on a eu l'occasion de rencontrer dans l'enquête pour ce livre, nous a dit « Alexandre me manque ». C'est terrible, ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est plus en vie, il a un petit cabinet qui vivote, juridique, mais il regrette. Ça donne une idée de l'emprise aussi qu'Alexandre Joury a pu avoir sur une certaine élite française qui, d'une certaine manière, pour eux, Alexandre Joury, c'était un peu le miroir de leur vanité, quoi. Ils s'encanaillaient un peu, ils les sortaient des notes un peu inintéressantes, produites par des énarques multidiplômés. Lui, il arrivait avec une bouteille, une blague, un jeu de mots. Et c'était plus léger. Il les sortait un peu de leur quotidien un peu gris. En tout cas, pour Claude Guéant, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que ça dit de notre système politique et du monde des affaires en France ? Moi, ce qui me frappe le plus, c'est que des personnages aussi importants qu'un secrétaire général de l'Élysée puissent être pris en main par des individus comme Alexandre Joury. Ça montre qu'il y a assez peu de garde-fous. Pourtant, plein de personnes m'ont dit Claude Guéant n'avait pas besoin d'Alexandre Joury pour décrocher son téléphone et appeler n'importe quel dignitaire. Mais Alexandre Joury a réussi à le convaincre que s'il voulait avoir des infos sur la Libye, des infos sur l'Algérie, qui sont des pays quand même complexes à comprendre, dont l'organigramme peut être mouvant, on ne sait pas qui détient vraiment le pouvoir, Alexandre Joury les a convaincus avec une rhétorique à la fois rassurante et simpliste sur les enjeux diplomatiques du moment, qu'il fallait passer par lui. Donc ce que ça dit, c'est que nos hommes politiques sont des hommes comme les autres avec leurs failles et qu'il n'y a pas de garde-fou contre ces personnes-là. Et une influence aussi prépondérante auprès de certains grands patrons qui veulent avoir l'oreille du président ou pouvoir se servir de Joury comme intermédiaire, qui sont en attente peut-être de postes plus prestigieux. Et il est dans ce jeu-là. Il est dans ce jeu-là. Lui, c'est la position qu'il préfère. C'est la position d'abord d'observateur aux confins des affaires et de la politique. Il en dresse une cartographie assez intelligente et instinctive. C'est aussi ça son talent. Et après, il joue de ses réseaux, il met la pression à tel ou tel pour pousser la nomination de quelqu'un. Par exemple, Henri Proglio, quand il risque de se faire débarquer par Jean-Marie Messier avant que la compagnie générale devienne Vivendi Veolia Compagnie, il écrit à Dominique de Villepin. Il porte la bonne parole, comme il dit. Ça, c'est la version soft du soft power, du lobbying. Mais derrière, dans les petits milieux parisiens, il n'hésite pas à intimider.
son étoile commence à pâlir à la fin de l'ère sarkozyste, mais il se manifeste quand même par deux grands coups. Il va procéder à l'exfiltration notamment de Béchir Saleh, qui était un très proche de Kadhafi, l'intermédiaire en affaires entre la France et la Libye. L'un des intermédiaires, oui, et en fait... la veille de l'alternance en 2012, il y a la guerre en Libye. Béchir Saleh est venu se réfugier en France grâce à Alexandre Djouri. Et l'affaire du financement libyen commence à tourner un peu dans le mauvais sens pour les sarkozystes. Et donc Béchir Saleh, qui dirigeait le fonds libyen, commence à être une menace. C'est-à-dire que s'il parle, il peut révéler d'éventuels secrets qui seraient très gênants pour le pouvoir sarkozyste. Et donc Alexandre Djouri, aidé par Bernard Squarcini, alors encore patron des renseignements intérieurs, exfiltre, en payant un jet privé à Béchir Saleh, l'exfiltre vers le Niger. Il le protège, il sait que c'est lui qui a la clé du coffre, mais qui détient aussi certains secrets, donc il le protège. Puis la France... Et puis le secret est éventé et on est obligé de le faire repartir en Afrique du Sud. Et là encore, Djouri a un rôle. Il va le voir. Béchir Saleh est très sollicité par les journalistes français qui aimeraient bien le faire parler. Il ne s'est jamais exprimé sur l'affaire dite de l'argent libyen. En fait, il le cornaque un peu, il va le voir régulièrement, il fait attention à ce qu'il ne rencontre pas n'importe quel journaliste. Il essaie de le convaincre de faire un courrier au juge dans lequel il dément avoir participé à un quelconque financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Donc il s'agite beaucoup auprès de lui. Que risque Alexandre Djouri? Il faut rappeler qu'il est actuellement à Londres en attente d'extradition vers la France. Alors, il risque... Et il faut rappeler aussi qu'il n'a jamais été condamné. Hein. Il n'a jamais été condamné jusqu'ici, ce qui montre à la fois une forme de talent, la puissance de ses réseaux aussi, et il bénéficie évidemment de la présomption d'innocence. Aujourd'hui, il est accusé d'avoir joué un rôle non négligeable d'intermédiaire entre la France et la Libye, et possiblement aussi dans le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Sur les présomptions de financement libyen dans la campagne de 2007. Exactement. Et aujourd'hui, il est visé par un mandat d'arrêt européen qui a été émis par la justice française et la justice britannique doit décider de son extradition. S'il revient en France, il risque probablement une mise en examen. Peut-être sera-t-il placé en détention compte tenu d'éventuels risques de fuite que pourraient vouloir contrarier les juges français. Il est mis en cause sur de l'argent qui serait parvenu jusqu'à Claude Guéant par un circuit assez complexe, mais qui serait de l'argent libyen, donc d'éventuels actes corruptifs. Maintenant, il a autour de lui beaucoup d'avocats qui, évidemment, feront tout pour fragiliser la procédure. Vous êtes allé le rencontrer à Londres lors de votre enquête. Que reste-t-il d'Alexandre le Magnifique ? Nous, il a des problèmes de santé assez sérieux. Il a fait des attaques cardiaques après son arrestation en Angleterre. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui est fier, qui est très optimiste. Nous, il nous a paru encore... il a une phrase qu'il répète tout le temps, c'est « à l'attaque ». Il nous a paru encore très, très offensif, en forme, toujours beaucoup de charisme, beaucoup de bagou. Maintenant, je pense que ce qu'il a du mal à accepter, c'est que tous les réseaux qui l'ont fait sont vieillissants, déclinants, ont de moins en moins de pouvoir. Il ne bénéficie plus de protection comme il pouvait avoir à une époque de certains grands policiers ou de certains hommes politiques qui eux-mêmes appartiennent au passé. Quand il a essayé de s'introduire à Alger à une réception à l'ambassade de France où Emmanuel Macron devait intervenir, invité par son ami Maurice Gourdeau-Montagne, Macron ne l'a pas calculé. Donc c'est ça qui est difficile pour lui. Il a 60 ans. La vie des affaires, en tout cas, pour lui, est clairement derrière lui. Simon Piel, merci. Je rappelle que votre ouvrage, L'Affairiste, sort le 17 octobre en France, co-signé avec Joanne Tillwyn, également journaliste au Monde. Merci beaucoup. Merci.